Les 3 prévenus que nous avons eu à présenter ou à identifier à la première audience. À ce qui concerne les faits pour lesquels ces prévenus sont devant vous, tout en intégrant les faits tels que articulés, détaillés par la partie victime, par la République démocratique du Congo, il nous convient néanmoins de les schématiser de la manière suivante. Après son investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, à l'issue des élections présidentielles et législatives de décembre 2018, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur des besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 jours du chef de l'État, lancé officiellement par son Excellence Monsieur le Président de la République devant une foule considérable de la population quinoise et diverses autorités congolaises en date du 2 mars 2019 à la place échangère de l'Inété. Plusieurs mois après le coup d'envoi officiel, les travaux financés par les trésors publics, les FONER et les FPI, il sera constaté qu'à la suite d'une pression populaire, que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent, plusieurs chantiers relatifs à ces travaux n'ont pas commencé et que ceux qui ont réellement démarré peinent à se terminer. Signalons que ces décaissements ont été opérés durant la période où le prévenu Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, avait par un communiqué du 25 janvier 2019 interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeants des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Ce constat a éveillé des soupçons de détournement des fonds décaissés et lors de la tenue du Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, il a été décidé que les investigations soient menées sur l'exécution des marchés conclus pour la réalisation des ouvrages inscrits dans les programmes pré-rappelés. Ainsi, par sa lettre numéro 273, bar CECAB 12, bar D, bar CAB, bar MIN, bar VPM, bar JGS, bar 2020, du 10 février 2020, adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et Garde des Sceaux donnera injonction aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est dans ce cadre que la présente instruction judiciaire à charge de prévenus prénommés a été ouverte pour examiner les comportements relevés dans leur chef dans le cadre des marchés publics, mais du programme, à savoir celui se rapportant à la construction de maisons préfabriquées pour la création de logements sociaux dans 5 provinces et aussi pour les militaires et policiers de la ville de Kinshasa. Sans qu'aucun contrat de marché public ne soit signé en bonne et due forme. Monsieur le Président,
la partie civile, la victime est revenue abondamment pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de contrat. Sans qu'il y ait un contrat, le prévenu Vital Kamerhe va suivant son plan de décaissement du 8 mars 2019. Confier le projet de la construction de 1500 maisons préfabriquées dans 5 provinces, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, en raison de 300 maisons par province, pour un montant de 57 500 000 $ américains à la société Samibo appartenant au prévenu Jamal. Et va ordonner que ces derniers, c'est-à-dire le prévenu Jamal, soient payés à 3 mensualités en raison de 30%, 35, 35 en procédure d'urgence, suivant sa lettre numéro 0324 /03 et /03 2019 du 1er janvier du 1er mars 2019 qu'il a adressé à leurs excellences, messieurs les ministres d'État, ministres du budget et ministres des Finances. Vous trouverez ces documents dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196. Du 15 mars au 18 mars, comme a été le souhait du prévenu Kamerhe, le prévenu Sami Jamal a reçu du Trésor public l'intégralité du montant de 57 500 000 $ américains en plusieurs tranches. Dès que le prévenu Sami Jamal a fini de percevoir les montants susmentionnés, c'est-à-dire 57 500 000, le prévenu Vital Kamerhe va encore presque dans les mêmes conditions, sans contrat écrit ni présenté à la direction des contrôles des marchés publics, va confier le projet de la construction de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers pour un montant global de 57 millions encore, et à la société Ousmane, curieusement appartenant au même prévenu Jamal. Et il va inscrire cela dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Alors qu'au début, il n'était pas question d'un programme ou d'un projet de construction de 3000 maisons. Il a trouvé facile la manière dont on a pris 57 millions. Il a compris qu'il fallait encore répéter. C'est comme ça qu'on a créé dans la précipitation la société qu'on appelle Ousmane au mois d'avril. Et par ce canal-là, il a voulu encore faire sortir un montant de 57 millions. En date du 10 juillet 2019, le prévenu Vital Kamerhe va ordonner au ministre d'État, ministre du budget et des Finances, de payer 30% de 57 millions à la société Ousmane. Mais malheureusement, pour le prévenu Sami Jamal, suite à des difficultés de trésorerie, et surtout avec l'installation du gouvernement Ilunga Ilunkamba, il sera décaissé en sa faveur que la somme de 2 137 500 $ américains en date du 28 août 2019. Les pièces sont également versées au dossier. Ces deux marchés ont été conclus verbalement de gré à gré, sans les avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics, par le prévenu Kamerhe Vital en sa qualité de manager et superviseur du programme de 100 jours. Notons que la société Ousmane a été créée dans la précipitation, et c'est là pour les besoins de la cause. Bien que le prévenu Sami Jamal ait reçu le montant de dollars américains 57 500 000 et 2 137 500, dans lesquels étaient compris les frais de transport et toute taxe relative à l'importation des maisons préfabriquées, le prévenu
Cette somme sera retirée de la Banque centrale par le comptable principal de la présidence, M. Ngouza Muzumbu José, et remise sur ordre verbal du prévenu Kamere au prévenu Mouima Jano, qui n'a pas su apporter une justification claire et légalement motivée de son utilisation. Sur les sommes lui remises, le prévenu Sami Jamal a retiré au guichet de la Banque centrale des paiements en plusieurs tranches. Il a retiré des sommes importantes en espèces, dont l'affectation et l'utilisation sur le marché local n'ont laissé aucune trace. Le relevé bancaire du compte Samibo versé au dossier indique sur le montant global de 57 500 000 dollars américains, seulement 8 668 552 dollars américains ont été réellement affectés à l'achat des maisons préfabriquées et aux frais de bivac. Monsieur le Président, lors de l'instruction ici, on vous a produit une facture, soit disant que c'est la facture de la société Carmol. La licence d'importation versée à votre dossier donne le prix et indique le numéro de la facture que la société Carmol avait envoyé à Samibo, et c'est sur base de cette facture dont les références sont dans la licence d'importation qu'il a transféré seulement la petite somme de 8 668 852 dollars américains. Sur terrain, il n'y a eu pour résultat que 211 maisons préfabriquées érigées au Kanchachi. Pendant qu'à Maluku et dans les autres 4 provinces, il n'a été relevé qu'un commencement timide en Boujma et avec 2 ou 3 maisons seulement. Peu avant l'attribution du premier marché et le décaissement des fonds, il a été constaté que le prévenu Sami Jamal a octroyé à Mme Soraya Piana une partie de sa concession, située sur la baie de Ngaliema, au quartier Basoko, dans la commune de Ngaliema, alors qu'aucun lien ne rapproche les deux, si ce n'est que l'un a été en contact avec le prévenu Kamere pour l'attribution du marché public défini si haut et que l'autre est la belle-fille de ce dernier. Monsieur le Président, on vous a démontré abondamment dans l'exposé des faits fait par le conseil de la victime comment cela s'est procédé. Même si M. Massaro est passé ici pour dire qu'il avait acheté, mais le donateur a confirmé qu'il a cédé. Pour matérialiser cette session, l'acte relatif a été signé dans le bureau du conservateur des titres immobiliers d'Ngaliema, M. Kilangalanga, où le cousin du prévenu Kamere, nommé Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, représentait la susnommée belle-fille et tout était immortalisé par des photographies produites au dossier. Américaine. Les actes de vente et reçus d'argent payés par les prévenus Sami Jamal sont également versés au dossier. Ces sessions ont été soutenues et agréées par les prévenus Kamere, qui était le pont entre Soraya Piana et Shangalume alias Massaro. Les prévenus et certaines personnes intervenues dans la gestion de ces marchés ont été entendus sur ces faits. Commençant par Sami Jamal. Il a reconnu avoir perçu les sommes de 57 500 000 et 2 137 500. Il a reconnu avoir opéré des retraits en espèces dont le montant s'élève à plus de 35 millions de dollars américains
en ajoutant qu'une partie des espèces a été expédiée au Liban par des canons informels connus de lui-même, envoyé au Liban à une agence libanaise chargée par lui pour payer son fournisseur. Il a reconnu et il a soutenu enfin que 200 maisons sont déjà érigées au camp Tchatchi et les autres à ériger dans les provinces sont retenues dans les postes douaniers frontaliers par défaut de frais irrélatifs, alors qu'il avait reçu tous les frais. En résumé, le prévenu Jamal a reconnu au cours des audiences du 25 mai et 3 juin avoir effectué des mouvements de fonds à sa guise, puisque ceci se trouvait sur son compte dont il avait la liberté de gestion, et avoir opéré des transferts vers le Liban sans en apporter de preuves, si ce n'est que prétendre avoir des affaires ou des comptes partout. Quant à lui, le prévenu Kamere Lokalini Vital a pour sa part déclaré que les prestataires de marché relatifs au projet inscrit au programme de 100 jours avaient été choisis ou retenus après examen de leur dossier par les comités de suivi constitués au niveau de la présidence. En ce qui concerne les marchés confiés à la société Samibo, il a soutenu que c'était la continuité du projet initié par l'ancien gouvernement avec le ministre du Développement rural, M. Bitakwira, qui a signé le contrat ainsi que toutes les correspondances adressées à la Direction générale des contrôles des marchés publics, et il a soutenu n'avoir pas donné les ordres de paiement ni être intervenu dans la chaîne des dépenses. Monsieur le Président, l'exposé qui venait tout à l'heure avant mon propos vous a démontré comment Kamere était en danse, comment le prévenu Kamere était en danse pour que le prévenu Jamal qui est là assis puisse recevoir toute cette somme d'argent. Enfin, il ne reconnaît pas avoir été informé ni agréé les offres qui ont été faites en faveur de sa belle-fille Soraya Mpiana par le prévenu Jamal. Quant au prévenu Mouima, il a reconnu avoir reçu la somme évoquée, c'est-à-dire la somme de 1 154 800, avoir reçu cette somme sur ordre du prévenu Kamere, et l'avoir affecté au dédouanement non seulement des maisons préfabriquées, mais aussi des véhicules de la présidence, environ 75 jeeps. Ça ressort de sa déclaration faite au parquet devant les magistrats. Et autre effet de la présidence, il soutient ne rien savoir de l'existence des contrats de marché public conclus entre la République démocratique du Congo et les sociétés Samibo et Ousmane. Monsieur le Président, votre tribunal a entendu un certain nombre de personnes, notamment les directeurs généraux de la Direction générale des contrôles des marchés publics, les anciens ministres du budget, des finances et du développement rural, l'actuel ministre des Affaires foncières, les gouverneurs de la Banque centrale, les commandants de la garde républicaine, tous les membres du comité de supervision des travaux de 100 jours du chef de l'État, l'ancien conservateur des titres immobiliers d'Engaliema, le secrétaire général du développement rural, Monsieur Daniel Massaro, cousin du prévenu, Madame Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamere, et Madame Amida Chatur, épouse du prévenu Kamere, ils ont tous défilé devant vous. Entendu sous la foi du serment, l'ancien ministre Bitakwira a confirmé l'existence du contrat Samibo, en déclarant que les projets réalisés dans le programme de 100 jours n'étaient pas les siens, étant donné que celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000 $ américains payable en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ces projets dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500 pour un montant de 57
500 000 $ américains, il s'est buté au rejet de la Direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019, sans succès, et qu'en attendant, les fonds étaient déjà décaissés. Et entre-temps, les fonds étaient déjà décaissés totalement en mars et mai, à son insu, sans qu'un contrat approuvé n'ait été signé. Par ailleurs, il a soutenu n'avoir jamais été invité à participer à une quelconque réunion de conception ou de suivi des travaux de 100 jours, ni être convié à se faire représenter à pareille réunion, et a dit ne rien savoir du marché confié à la société Ousmane. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Développement rural, qui a déposé devant votre tribunal, après avoir prêté serment, a exposé avoir participé à 2 réunions par ses collaborateurs, au cours desquelles il était question d'examiner les possibilités de créer des dispositifs d'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et d'aménagement des routes de dessertes agricoles en ces milieux. Il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été appelé à échanger sur les maisons préfabriquées. Quant au directeur général de la Direction générale des marchés publics, M. Ngongo Saloumou, il est resté péremptoire pour soutenir que les marchés de maisons préfabriquées confiés aux sociétés Samibo et Ousmane n'ont pas été approuvés par son service. À ce qui concerne celui confié à Samibo, il a rejeté le projet lui soumis de modifier le contrat de Bitakwira par un avenant, réduisant le nombre de provinces et augmentant le nombre de maisons, tout en apportant une incidence financière de plus de 135% sur le montant initial, au motif que ceci violait la loi sur le marché public. Et pour le marché confié à la société Ousmane, il a déclaré que le contrat avec ses services s'était limité à la lettre que le prévenu Kamere lui avait adressée pour transmettre les dossiers de cette société avec certaines pièces, mais sans contrat. En définitive, pour lui, il n'y a eu aucun contrat liant la République à ces 2 sociétés. L'ancien ministre d'État, ministre du Budget, M. Pierre Kangouzi, a reconnu qu'en 2018, M. Jamal, par la société Samibo, avait signé un contrat avec le ministre Bitakwira pour 900 maisons au coût de 26 500 000 $ américains. A payé sur 3 ans, mais ce contrat n'a pas connu une exécution, faute d'avoir obtenu la liquidation, malgré la pression exercée sur lui par M. Jamal. Il a renié toute participation à la fameuse supervision dont il n'a entendu parler que pendant l'instruction de ces dossiers, et à la gestion des contrats de Samibo et Ousmane pour 1500 et 3000 maisons, que ce soit dans la phase d'engagement, de liquidation ou dans celle de décaissement des fonds. L'ancien ministre des Finances, M. Yav Mouland, fort de son serment de ne dire que la vérité, a été concis à ce qu'il a affirmé que les paiements en faveur de Samibo et Ousmane ont été opérés en procédure d'urgence sur instruction du prévenu Kamere, traduite par sa lettre numéro 0324/03/2019 du 1er mars 2019. On vous a lu cette lettre, et à cette lettre était annexé les tableaux synthèse de la répartition du montant que le prévenu avait donné, communiqué, et là où il était prévu déjà un montant de 57 millions, pendant que le chef de l'État n'avait pas encore lancé les travaux, ni prononcé son discours, et pendant qu'il n'avait pas encore transmis les plans de décaissement. Il a ajouté que les prévenus avaient même déterminé l'imputation budgétaire sur laquelle ces fonds devaient être retirés, en l'occurrence les recettes d'échange, les réserves d'échange, et c'est malgré son alerte consistant à lui suggérer de préserver celle-ci pour protéger l'économie nationale
en recourant à la négociation avec les contribuables afin d'obtenir un paiement anticipatif de l'impôt. Cependant, il n'a pas été écouté. Parce que le prévenu ne s'était pas contenté de ses écrits pour laisser les services spécialisés agir adéquatement, mais avait insisté en téléphonant pour faire accélérer l'exécution de ses ordres. Ça a été dit ici devant votre tribunal. Cet ancien ministre aussi a rappelé qu'il n'avait jamais participé à une réunion de supervision examinant les projets de maisons préfabriquées ou avoir en connaissance de l'existence d'une structure chargée de la supervision des travaux de 100 jours. Le gouverneur de la banque, quant à lui, a presque totalement réitéré les mêmes propos que l'ancien ministre des Finances. Tous les témoins, à savoir le coordonnateur du comité de suivi, Nicolas Kazadi, son adjoint Justin Kamer, les membres de ce comité, Peter Kazadi, Marcelin Bilombe, Alfi Bagata, Jacques Baïzir, ont relevé qu'ils n'ont jamais examiné les dossiers des sociétés Samibou et Ousmane en vue de leur choix comme prestataires des marchés des maisons préfabriquées, et que leur rôle s'était limité au suivi sur terrain de tous les travaux exécutés dans le cadre du programme de 100 jours. Monsieur le Président, nous pensons par ce témoignage, vous avez compris que l'affaire Samibou Ousmane, ça relevait de la seule volonté du prévenu Kamere. Les témoins Changaloume Kingi Daniel, alias Massaro, Soraya Mpiana et Chatur Amida ont été cités et entendus respectivement sur la session faite par Jamal et sur les enquêtes importantes notées sur les multiples comptes bancaires de Mme Amida à ce sujet. Le tribunal a pu recueillir, en faisant interagir le prévenu Jamal, qu'effectivement qu'une session a été consentie par ces derniers en faveur de Changaloume et Soraya Mpiana, à titre de cadeau pour diverses affaires qu'il aurait réalisées grâce au concours de Changaloume provoqué par les relations qu'entretenaient ces derniers avec les enfants Jamal. Monsieur le Président, il convient que je souligne ici, le prévenu Jamal a voulu faire croire que M. Changaloume lui a rendu de nombreux services depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Il ne pouvait pas offrir ce cadeau seulement quand il y a eu cette histoire de marché des maisons préfabriquées qu'il a trouvé l'occasion cette fois-là de les récompenser. Et pendant tous ces 10 ans, il attendait quoi? Et sur les enquêtes notées sur les multiples comptes de Chatur Amida, celle-ci a voulu faire croire au tribunal qu'elle provenait tantôt de ses affaires en tant que commerçante, pendant qu'elle ignorait même son numéro dans des registres de commerce et de crédit immobilier RCSM. Monsieur le Président, est-ce que vous trouvez normal qu'une commerçante qui fait des affaires florissantes puisse même ignorer? Ça fait partie de son identité. Et en ignorant même le numéro de registre, pendant, ça n'a apporté des activités commerciales ni de la régularité de celles-ci au regard de l'administration fiscale. Tantôt, elle a prétendu que ça vient de présent, lui offert à l'occasion de son mariage avec le prévenu Kamere en date du 18 décembre 2019. Alors que le relevé de ses comptes bancaires indique que des mouvements étalés sur toute la période d'exécution de ces marchés. Monsieur le Président, qu'il convienne aussi de tirer votre attention ici. Le mariage a eu lieu au mois de février. Il y a eu le mois de mars. On n'a pas vu le mouvement dans son compte. Tout ce temps, elle ne faisait que se reposer. Elle a commencé à faire le versement qu'au mois d'avril. Vous pouvez comprendre, c'est au mois de mars. Vous allez comprendre que c'est à partir du moment où le prévenu Sami Jamal a retiré de l'argent que la part qui a été rétrocédée a commencé à être versée dans son compte. En définitive,
Il s'est dégagé de l'instruction judiciaire qu'en janvier 2019. Avec les nouveaux pouvoirs, le prévenu Caméré devient directeur de cabinet du chef de l'État. Par la faveur des relations avec les enfants Jamal, M. Changaloumé, alias Massoro, cousin du prévenu, met en contact ces derniers et son comprévenu Jamal, qui vont s'accorder sur les scénarios ayant abouti au décaissement de la somme autour de laquelle s'articule le procès. Ces derniers d'entrée de jeu, et pour se rassurer de l'accord criminel conclu, offrent 2 parcelles de terre sur la baie d'Engaliema au prévenu Vital Caméré, par l'intermédiaire de son cousin Changaloum et de sa belle-fille Soraya Piana. Ainsi, Jamal influencera son comprévenu Caméré pour être reconduit comme prestataire du marché inexistant de 1500 maisons, pour un coût total de 57 500 000 $ américains, sans que ni Bitakwira, ni la Direction générale de contrôle des marchés publics ou encore les autres ministres sectoriels ne soient utilement mis en contribution. Ce coût sera fixé par le prévenu seul, suivant sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure et les tableaux qu'il a annexés à celle-ci, indiquant le coût global des travaux de 100 jours qui est de même antérieur à la facture de Samibo datant du 6 mars 2019. La totalité du montant fixé, soit 57 500 000 $ américains, sera payé à Jamal sera payé à Jamal sur instruction du prévenu Caméré sans contrat liant la République à cette dernière, en exécution du plan de décaissement du 8 mars 2019 de la présidence, transmis par le même prévenu au ministre des Finances et qui devait être mis en œuvre en mode accéléré dans la mesure où, en sus de ses écrits imposants d'accélérer, le prévenu a, suivant les témoignages du ministre Yav, utilisé des appels téléphoniques pour provoquer la sortie urgente des fonds. C'est seulement après avoir obtenu le paiement de 57 500 000 que Vital Caméré va créer en juin 2019 un comité de suivi incluant les ministres et les conseillers du chef de l'État pour les placer devant un fait accompli et sans les associer suffisamment à la gestion en temps réel des aspects techniques et financiers. À peine les 57 500 000 payés, plusieurs retraits ont été effectués par le prévenu Jamal pour des affectations étrangères aux maisons préfabriquées. Et c'est seulement 8 668 500 et 852 $ américains qui ont été affectés à leur achat ainsi qu'aux frais accessoires et relatifs. Et les soldes, soit 48 831 148 $ américains, a connu une destination obscure, n'étant couverte par aucune justification. Jamal, il a reconnu également avoir transféré au Liban par une voie informelle une somme de plus de 5 millions de $. Monsieur le Président, de la relation des faits présentés, il y a lieu de relever des comportements répréhensibles à charge de prévenus identifiés dans votre requête, dans la requête qui vous a été transmise. Et ces comportements circonscrits sous les qualifications de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment des capitaux, s'analysent tels que décrits dans les lignes qui suivent. Monsieur le Président, comme vous venez de le comprendre dans l'exposé des faits que nous venons de faire, il a été retenu trois cas de détournement de deniers publics à charge du prévenu Vital Caméré, dont 2 il a commis en participation avec Jamal et un cas en participation avec le prévenu Jano Mouindo. Il a été retenu 2 préventions ou des infractions
en rapport avec le blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. Il a été retenu. La prévention des corruptions passives, actives. Corruption active à charge de Sami Jamal et corruption passive à charge du prévenu Vital Kamerhe. Commençons par le détournement. Détournement des deniers publics à charge de prévenu Kamerhe, Lokanyingini Vital et Sami Jamal. Du détournement du montant de 48 831 148 $ américains. Qu'est-ce que le détournement? Au terme de l'article 145 du Code pénal livre 2, cette incrimination s'entend comme le fait pour tout fonctionnaire ou tout officier public, toute personne chargée d'un service public, de disposer irrégulièrement ou de soustraire de leur destination ou affectation des deniers publics mis à sa disposition ou se trouvant entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. Sous une autre acception, elle peut être comprise. Le détournement peut être compris comme l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens communs, que les biens publics. De manière tout à fait littérale, le détournement est un acte qui consiste à changer la destination initiale donnée à une chose. Cette incrimination fait partie de l'ensemble des atteintes à la probité et requiert pour sa constitution 4 éléments constitutifs en sus de l'élément légal que nous venons de lire et qui est l'article 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Comme premier élément, il y a la qualité de l'agent détourneur. Deuxième élément, il y a l'objet détourné. Troisième élément, il y a la détention préalable et la disposition de l'objet. Et dernier élément, il y a l'intention frauduleuse. Élément constitutif 1, la qualité de l'agent. Le prévenu doit avoir la qualité de fonctionnaire au sens le plus étendu. Se conformant à la définition de l'agent public donnée par le Code éthique de l'agent public, édité par le décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 ou celle de la personne chargée d'un service public. Selon le dictionnaire Larousse, en ligne, le service public est défini comme une activité d'intérêt général, assuré par un organisme public ou privé, soumis aux règles qui sortent du droit commun, ou encore comme toute activité d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt général. Vous lirez cela lorsque vous cliquez www.larousse.fr. Il apparaît ainsi que cette infraction ne peut être commise que par un agent public ou et par toute personne chargée d'un service public tel que défini ci haut. L'article 1er du décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État ou rémunérée par ces derniers, et à son 7e point, il cite le personnel politique et administratif de la présidence de la République comme étant agent public de l'État. Dans les cas sous examen, le prévenu Vital Kamerhe est un agent public, en ce sens qu'il fait partie du personnel politique du chef de l'État, qu'il a nommé comme directeur des cabinets par son ordonnance du 24 janvier 2019. Et en même temps, il est manager et superviseur des travaux de 100 jours. S'agissant du prévenu
Sami Jamal. Non seulement il a été chargé des travaux d'intérêt général, à savoir la construction des logements sociaux, mais aussi il est poursuivi en cohérité avec un agent public de l'État, à l'occurrence le prévenu Vital Kamerhe. À ce sujet, l'article 100 de la loi organique numéro 13/011-B du 13 avril 2013 portant organisation et fonctionnement, compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose ce qui suit. Lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Par ailleurs, il a été jugé que s'il est vrai que la qualité des fonctionnaires ou des personnes chargées d'un service public est un élément constitutif du détournement des deniers publics et non une circonstance aggravante, il est aussi parfaitement concevable qu'un simple particulier puisse participer à la commission de cette infraction s'il tombe sous l'une ou l'autre modalité de participation criminelle énumérée à l'article 21 du Code pénal, livre 1er. Là, ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice numéro 20 CR du 15 août 1979, publié au bulletin des arrêts de l'année 1979 à la page 194. C'est à ce double titre que le prévenu Sami Jamal sera poursuivi pour détournement des deniers publics, une infraction réservée principalement aux agents publics de l'État. Dès l'objet de l'infraction, le détournement ne peut être porté que sur certains biens ou certaines choses énumérées par l'article 145 du Code pénal, livre 2. Suivant leur nature, ce sont les deniers, les effets tenant lieu de deniers, tels que les billets de banque, billets à ordre, chèques, etc. Des actes et des effets mobiliers. Il peut porter aussi sur les biens appartenant aux particuliers. Dans les cas d'espèces, les fonds détournés sont les deniers publics. Et cela n'appelle aucun débat. Car ils proviennent du trésor public et ont été payés par la Banque centrale du Congo. Il a été jugé par la Cour suprême de justice que l'infraction de détournement de deniers publics est généralement commise au préjudice de l'État ainsi que ses démembrements. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice RP 04/CR, affaire ministère public contre les prévenus Ilunga, Kalenga, Oli et Mboui Mwasa Ezekiel du 23 mars 2020. S'agissant du troisième élément, la détention préalable et la disposition de l'objet. Les biens détournés doivent avoir été confiés à celui qui les a détournés en raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi, ou encore qu'il en ait été constitué de manière quelconque possesseur précaire. Il n'est pas nécessaire que les sommes d'argent détournées soient matériellement entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, qu'il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Ainsi, on peut détourner les sommes détenues ou gardées par d'autres. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice numéro 89 du 20 janvier 1984, publié au bulletin des arrêts, édition 2001, page 436. L'acte incriminé est l'effet pour l'agent de disposer des biens comme si il lui appartenait. La Cour suprême de justice a, dans son arrêt rendu sous RPA 81 du 23 mars 1983, dans l'affaire ministère public contre Bienga Kolo, déclaré
qu'il est constitutif de l'acte matériel de l'infraction de détournement des deniers publics, le fait de disposer à sa guise les fonds à lui remis. Dans le cas d'espèce, le prévenu du Vital Kamerhe avait, par un communiqué du 25 janvier 2019, interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeants des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Cette interdiction a eu pour effet de soumettre toutes les dépenses publiques à son pouvoir ou son autorité, faisant de lui le seul ordonnateur des dépenses publiques. Bien que les fonds du trésor public n'étaient pas physiquement ou matériellement entre ses mains, mais personne alors ne pouvait ordonner leur décaissement sans son autorisation. Sans qu'il y ait un contrat de marché public, ni un lien contractuel entre la République démocratique du Congo et la société Samibo, le prévenu Vital Kamerhe a instruit au ministre des Finances d'ordonner à la Banque centrale de payer au prévenu Jamal par les billets de sa société la somme de 57 500 000 $ américains pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées, en 3 mensualités et en procédure d'urgence. Les instructions données par le prévenu Kamerhe sont attestées par sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure, la lettre numéro 0324/03 2019 du 1er mars 2019 et son plan de décaissement du 8 mars 2019 adressé au ministre des Finances et du Budget avec copie pour information au gouverneur de la Banque centrale. Vous allez trouver cela dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196. L'absence du contrat de marché public ou d'un lien contractuel entre la République et Samibo, qui a bénéficié du montant de 57 500 000, est confirmée par le témoignage du directeur général de la Direction générale des contrôles des marchés publics et l'ancien ministre du Développement Justin Bitakwira. Contrairement aux allégations du prévenu Kamerhe, l'ancien ministre Bitakwira a déclaré que les projets réalisés dans le programme de 100 jours n'étaient pas les siens, étant donné que celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000, payable en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ces projets dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500 pour un coût de 57 500 000, il s'est buté au rejet catégorique de la Direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019. Sans succès et qu'entre-temps, les fonds ont été décaissés totalement entre mars et mai à son insu, sans qu'aucun contrat approuvé n'ait été signé. Chose qu'a confirmé le directeur général de la Direction générale des marchés publics, M. Ngongo Saloum, par sa lettre du 10 juillet 2019, versée au dossier et ses déclarations faites au parquet et à l'audience publique. À ce sujet, la doctrine enseigne qu'un marché conclu sur la base de motifs illicites ou abusivement rattachés est nul et de nul effet. Cela ressort du livre de M. Jean-Louis Essambo, Le droit congolais des marchés publics, publié aux éditions Harmattan en 2016, pages 109 et 110. Le prévenu Sami Jamal, ayant reçu cette somme en plusieurs tranches, pour la fin susdite, n'a pu affecter à celle-ci que la somme de 8 668 852 $ américains. Les soldes, soit 48 831 148 $, a été viré sur ces
autres comptes personnels ou cédés à des tiers sans une quelconque justification en rapport avec la destination. Les relevés bancaires versés au dossier attestent que plus de 35 millions de dollars américains ont été remis aux enfants du prévenu Sami Jamal pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'achat et la construction de maisons préfabriquées. Jamal ne l'a pas nié. L'infraction de détournement de deniers publics reprochée aux prévenus Kamere et Jamal a été commise en participation criminelle. La participation criminelle peut être définie au regard de l'article 21 du Code pénal livre 1 comme le fait pour plusieurs personnes de prendre une part plus ou moins active directe à la perpétration d'une infraction. Il y a participation criminelle lorsqu'il y a l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction. Elle suppose un concert, une entente entre délinquants. Pendant l'exposé de plus de 2 heures qui vous a été fait ici, on vous a démontré comment les deux prévenus étaient toujours en coopération. L'article 21 précité dispose en effet sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Ceux qui, par offre, don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront directement provoqué cette infraction. Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, soit par des dessins ou emblèmes, auront provoqué directement à la commettre. Il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême de justice qu'il y a participation criminelle à l'infraction de détournement lorsqu'il ressort des faits et actes de la cause une volonté commune et convergente de tous les prévenus de se procurer un avantage illicite. C'est l'arrêt RPA 89 du 20 janvier 1984 de la Cour suprême de justice, publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 à la page 436. La participation criminelle des prévenus Kamere et Jamal dans la commission de cette infraction s'est réalisée par le fait, pour le premier, de faire décaisser des fonds publics sans soubassement, justifiant l'engagement, les mettant ainsi à la disposition du second, qui les a utilisés à leur profit personnel. L'acquisition de ces profits personnels illicites a entraîné un enrichissement brusque et injustifiable dans le patrimoine du prévenu Kamere et de ses proches, extériorisé, entre autres, par l'exécution et honteux des billets de banque américains effectués par son cousin Massaro dans les réseaux sociaux. Il en est de même des mouvements bancaires portant sur de grosses sommes remarquées sur le compte de son épouse, Madame Hamida Chatir, sa belle-fille Soraya Mpian et de son cousin Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, qui a même acheté une villa de plus de 1 million de dollars américains dans la commune de La Gombe. Les extraits bancaires et les titres de propriété logés au dossier et les autres sont ici avec nous, que nous allons déposer tout à l'heure, constituent la preuve irréfutable. L'instruction préjudicielle, comme celle qui a été menée devant le tribunal, a démontré que c'est le prévenu Vital Kamere qui a fait décaisser du trésor public la somme de 57 500 000 dollars américains, sur laquelle le prévenu Jamal n'a pu justifier que l'utilisation du montant de 8 668 852 dollars américains
en rapport avec l'achat et la construction des maisons préfabriquées. Et sur les restes du montant, le prévenu Jamal a reconnu au cours des audiences du 25 et du 3 juin 2019 avoir effectué des mouvements de fonds à sa guise, puisque ceci se trouvait sur son compte, dont il avait la liberté de gestion et avoir opéré des transferts vers le Liban. Ça a été dit ici. Le prévenu Jamal constitue tout simplement un canal par lequel le prévenu Vital Kamerhe est passé pour faire sortir du trésor public des fonds très importants pour leur profit personnel. Cela est d'autant pertinent qu'il s'ajoute au cas d'espèce que les paiements dans la totalité du montant de 57 500 000 $ américains ce montant a été décaissé contrairement à la loi sur le marché public en faveur d'une société mallette, n'ayant ni siège, ni personnel, et sans activité commerciale connue du service des impôts au courant de l'exercice concerné par ces marchés. Comme l'attestent les rapports de la direction urbaine des impôts de Kinshasa, que nous allons aussi également verser à votre dossier, constitue parfaitement une présomption de fraude dans les chefs de l'autorité qui a provoqué les dits paiements. Cet entendement est largement partagé par la doctrine et la jurisprudence congolaise, qui retiennent que l'infraction de détournement des deniers publics est déduite de l'ordre que l'agent a donné de payer à un tiers une créance fictive sur les fonds mis à sa disposition pour procurer à celui-ci et à lui-même un avantage illicite. Et précise qu'il n'est pas nécessaire que les fonds détournés soient matériellement entre les mains des prévenus, mais il suffit qu'ils soient mis à leur disposition en vertu ou à raison de leurs fonctions. Vous trouverez cela dans la mercuriale prononcée par M. le procureur général de la République, Flori Kabange, sur le thème « L'infraction de détournement des deniers publics et privés en droit positif congolais » lors de la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice de 2009. Vous trouverez également cela à la page 37, et cela vous trouverez aussi dans les bulletins des arrêts. Là, c'est l'arrêt RPA 83, 84, 86, 87 et 88 de la Cour suprême de justice, page 442 à 456 du bulletin des arrêts de l'année 2001. Monsieur le Président, après avoir démontré l'accomplissement de l'acte matériel, il convient que nous puissions passer à l'élément moral. Qu'est-ce que l'élément moral du détournement? Le détournement des deniers publics requiert une intention frauduleuse. L'intention frauduleuse est réalisée dès lors que l'auteur agit pour procurer soit à lui-même, soit à autrui, un avantage quelconque au préjudice d'autrui, alors qu'il savait que les effets ou deniers étaient en sa possession à titre précaire. Selon la jurisprudence de la Cour suprême de justice du 29 février et du 23 mars 1987, citée par M. le procureur général de la République, Kabange Numbi Flori, dans sa mercuriale, prononcée en octobre 2009, l'intention frauduleuse est établie dans les chefs du prévenu qui les rend coupables de l'infraction de détournement des deniers publics tel que prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, lorsque il s'approprie de façon détournée des fonds publics et en dispose à sa guise en se procurant à lui-même et à autrui un avantage illicite. L'intention frauduleuse de se procurer à soi-même et à autrui un bénéfice illicite résulte à suffisance de l'approbation par le prévenu des dépenses engagées au mépris des lois. Au mépris des lois et instructions en vigueur. Ceci ressort de la jurisprudence de la Cour suprême dans les arrêts que nous avons cités tout à l'heure, RPA 83-84
86, 87 et 88 du 3 février 1984 dans l'affaire ministère public contre le prévenu Malingwendo et consorts. S'agissant du cas sous examen, l'intention délibérée du prévenu Vital Kamerhe de violer les procédures en matière de marché public, sa volonté très exprimée d'escamoter la procédure de paiement en matière de dépenses publiques, les interventions pressantes suivies de paiement par lui des charges incombant à Samibo vis-à-vis des MERS et autres intervenants tels que les frais d'armement, les frais de transport, etc., sont les preuves suffisantes, même très suffisantes, de leur intention frauduleuse de détourner les fonds de l'État. S'agissant du deuxième cas de détournement, détournement de la somme de 2 137 500, mis à charge toujours de prévenus Kamerhe et Jamal. Le développement en droit des éléments constitutifs du détournement des deniers publics et des participations criminelles fait ci-dessus vaut également pour le détournement du montant de 2 137 500. Dans les cas d'espèces, le détournement du montant de 2 137 500 $ américains s'est accompli de la même manière que celui du montant de 48 831 147 et 148 $. En effet, le prévenu Vital Kamerhe et Sami Jamal ont, entre août et septembre, par le biais de la société Ousmal, appartenant au prévenu Jamal, perpétré les actes identiques sur la somme de 2 107 500 $ américains, sous le prétexte cette fois-là de la construction de 3000 maisons préfabriquées en faveur des militaires. L'utilisation de cette somme s'est retrouvée entourée d'un flou complet, dans la mesure où elle se confond avec celle de la somme décaissée. Elle se confond avec celle de la somme décaissée pour 1500 maisons et qu'aucune commande particulière à ce volet du programme n'a été effectuée. Ce qui permet de noter que la dite somme a également été détournée par le prévenu. Les contrats de marché public en rapport avec ces marchés n'existent pas et les deux prévenus n'ont jamais prouvé le contraire. Ce détournement a été perpétré par les mêmes modes opératoires que les précédents, en ce que pour un marché formellement inexistant et monté sans autorisation de la Direction générale des contrôles des marchés publics, le prévenu Kamerhe a fait ordonner le paiement de fonds importants, spécifiés si haut, c'est-à-dire 2 137 500 $ américains, et il a fait décaisser, ordonner le paiement de ces fonds au profit de M. Jamal par l'intermédiaire de la soi-disant société Ousmal. Société Ousmal qui a été fabriquée dans la précipitation juste pour les besoins de la cause et qui n'a aucun lien contractuel avec l'État congolais. Ce qui établit clairement la coopération directe dans leur chef pour la consommation de cette infraction. De temps en temps, le prévenu Kamerhe a tendance à se cacher derrière le chef de l'État. Il est vrai que le projet de déconstruction de 1500 maisons préfabriquées fait partie du programme de 100 jours du chef de l'État, dont il a lancé officiellement les travaux en date du 2 mars 2019. Le chef de l'État, en tant que l'autorité suprême du pays, a donné la vision et l'impulsion, mais les exécutants sont conviés à se conformer à la loi, à la fois sur le marché public et sur la procédure de contrôle et de décaissement des deniers publics. Si quiconque impliqué dans l'exécution de 10 projets viole la loi, il engage sa propre responsabilité pénale. Comme nous venons de le démontrer, Monsieur le Président.
Les 2 incriminations de détournement de deniers publics mises à charge de prévenus Kamere et Jamal seront déclarées établies en leur charge, à se conformer aux prescrits des articles 21 et 23 Code pénal livre 1er et l'article 145 Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Du détournement des deniers publics à charge de prévenus Kamere, Lwakanyingini Vital et Jano Mouima. S'agissant du détournement mis à charge de Vital Kamere et Jano Mouima, tout en reconduisant les développements faits à la première prévention sur les éléments constitutifs des détournements et de la participation criminelle, notons que les prévenus Jano Mouima Ndole est fonctionnaire de l'État portant le numéro matricule 42 222, grade chef de division, et affecté à la présidence de la République comme chargé d'import-export. Ça, c'est la preuve de sa qualité comme agent détourneur. L'acte de détournement commis par ces derniers et le prévenu Kamere porte sur la somme de 1 154 800 $ américains retirés de la Banque centrale du Congo par le comptable principal de la présidence de la République, M. Ngunda Muzumbu José, sur instruction du prévenu Kamere, et remise au second au motif de couvrir les frais de dédouanement accessoires pour les maisons préfabriquées importées, alors que dans l'enveloppe des fonds mis à la disposition de Sami Jamal, les mêmes frais étaient inclus. L'effectivité de ces détournements transparaît lorsqu'on considère que ces paiements constituent un double emploi et qu'il n'y a aucune raison justifiable qu'elles soient remises à Mouima, qui n'avait aucun mandat du prestataire pour effectuer les démarches relatives au dédouanement des maisons préfabriquées importées, encore que si l'on pouvait admettre qu'un marché public avait été conclu avec la présidence de la République sur cette commande, il ne serait pas légalement admissible qu'un agent de la présidence de la République se trouve en train d'accomplir des tâches dévolues normalement aux prestataires. Si donc la destination de ces fonds était le dédouanement des conteneurs de maisons préfabriquées, ils auraient été payés directement aux prestataires du marché qui devaient remplir les formalités de dédouanement et des effets importés par lui. Au demeurant, aucune pièce justificative valable de leur destination finale n'a pu être apportée, surtout que l'on observe que les exonérations douanières ont été accordées par le ministre des Finances pour permettre leur entrée au pays sans paiement des frais douaniers, et c'est sur instruction du prévenu Kamere. À la première audience et à celle du 3 juin 2020, le prévenu Jano Mouima reconnaît avoir reçu les fonds mis à sa disposition par le prévenu Vital Kamere et qu'il a utilisé comme il entend. Le prévenu Jano Mouima est l'homme à tout faire du prévenu Kamere. Il a agi comme le préposé au service de Jamal. Il a joué pratiquement le rôle du déclarant en douane de Samibo. Et il était au parfait de l'entreprise criminelle qui s'est jouée entre Vital Kamere et Sami Jamal. Leur intention frauduleuse constitutive de l'infraction de détournement des deniers publics est caractérisée par leur volonté commune d'approbation des dépenses engagées irrégulièrement, au mépris des lois et instructions en vigueur en la matière. À ce sujet, la Cour suprême a jugé. Ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de l'année 1984, publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 à la page 442. M. Mouima étant fonctionnaire au service de la présidence de la République, il a accepté de se rendre partout, à Dar Salam et ailleurs, à Matadi, à Dar Salam et ailleurs, pour les intérêts de Jamal, au préjudice du trésor public.
tel qu'il vient d'être développé, l'incrimination de détournement des deniers publics perpétrée en cohérité par les prévenus Kamere et Mouima sera déclarée établie à leur charge. Et c'est conformément aux dispositions des articles 21 et 23 du Code pénal livre 1 et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Après vous avoir démontré l'effectivité des infractions de détournement mises à charge de Kamere et Sami Jamal, de Kamere et Mouindo, il convient maintenant, Monsieur le Président, que nous puissions vous développer en droit et en fait les infractions de blanchiment de capitaux mises à charge du prévenu Jamal. Du blanchiment des capitaux à charge de Sami Jamal. La loi numéro 04/16 du 19 juillet 2004 a érigé en infraction un certain nombre de faits ou comportements en matière de transactions et opérations financières en vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Monsieur Hubert Robert et Yves Sinet, cités par Boni Chizungu dans son ouvrage intitulé « Les infractions de A à Z », publié en 2011 aux éditions Nyangezi, à la page 125, définissent le blanchiment comme le fait, soit de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit d'apporter un concours à un profit direct ou indirect, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. La loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1er et 6 qualifie d'infraction de blanchiment des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement. 1. Il s'agit de la conversion, les transferts ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. C'est également la dissimulation ou le déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. C'est également l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait ou qui suppose ou qui aurait dû savoir que le dit bien constitue un produit d'une infraction. Il se dégage de ce qui précède ou de ce qui vient d'être développé que cette infraction requiert pour sa constitution les éléments ci-après. 1. L'existence d'une infraction. Pour que le blanchiment soit constitué, il faut au préalable qu'une infraction permettant de dégager des fonds, des biens ou des produits auxquels l'auteur veut donner l'apparence légale en perpétrant un des actes énumérés ci-dessus. Deuxième élément, le procédé de blanchiment. C'est tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère de l'origine des biens, des fonds ou revenus. C'est le moyen auquel l'auteur a recours pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. Dans tous les cas, il s'agit de confondre des sommes ou bien acquis illégalement dans un circuit financier licite ou de les faire disparaître dans des opérations comptables pour éviter que quiconque ne puisse remonter la piste de l'argent et d'en deviner la provenance malhonnête. S'agissant de l'élément moral, il s'agit d'une infraction, le blanchiment est une infraction intentionnelle, nécessitant que l'agent ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens ou des fonds. La connaissance, l'intention ou la motivation dans les chefs de l'infracteur peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives.
Dans la cause sous-examen, 2 préventions de blanchiment des capitaux commises à illicité d'intention ont été retenues à charge du prévenu Sami Jamal. S'agissant de la première prévention de blanchiment des capitaux, le prévenu a, à l'espèce, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, transféré au Liban une partie des fonds détournés, soit plus ou moins 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou son intermédiaire. Il a reconnu ce procès verbal du 24 février 2020, Côte 22, avoir opéré des transferts sans indiquer le canal utilisé, prétextant qu'il les avait envoyés à une agence qui devait payer son fournisseur des maisons préfabriquées à partir du Liban. Ces faits, prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont établis à charge du prévenu Sami Jamal. Les transferts ainsi décrits n'étaient ni licites ni nécessaires. Lorsqu'on note que Sami Jamal avait souscrit une licence bancaire d'importation devant couvrir tous les paiements en faveur du fournisseur. Ce transfert frauduleux a été fait uniquement dans le but de cacher les fonds détournés à l'occasion des pseudo-marchés publics. Tel que démontré l'infraction de blanchiment des capitaux, prévue et punie par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est établi en fait comme en droit dans les chefs du prévenu Sami Jamal. De la corruption. De la corruption à charge de prévenu Sami Jamal et Vital Kamerhe. Qu'est-ce que c'est la corruption en droit? Georges Miner, dans son livre intitulé Commentaire du Code pénal congolais, deuxième édition Maison Larcier, 1953, page 325, définit la corruption ou la forfaiture comme la malhonnêteté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il ajoute que cette infraction ne peut être commise que par les personnes chargées d'un mandat ou d'un service public. De manière simple, elle peut signifier le manque d'intégrité, d'avilissement, ou la velléité, ou une tare, ou un vice. Cependant, la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, a introduit la possibilité que tout individu qui n'est pas agent public puisse commettre l'infraction de corruption. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de 2 agents concourant à l'infraction, l'un corrompant, l'autre se laissant corrompre, tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié. Ainsi, la corruption se présente sous 2 aspects, constituant des infractions distinctes et différentes, à savoir la corruption active et la corruption passive, dont les éléments constitutifs sont les mêmes. En ce qui concerne les présents dossiers, il est retenu la corruption active à charge du prévenu Sami Jamal, et celle passive est imputée au prévenu Kamerhe Lokanyinyi Vital. Éléments constitutifs. Outre l'élément légal exprimé par les dispositions légales prédéfinies, l'incrimination sous examen est constituée d'un double élément matériel et d'un élément moral. Élément matériel. Premier point, acte matériel. Il s'agit des offres, des promesses, des dons, présents ou des avantages quelconques, faits ou octroyés et acceptés, agréés ou sollicités, directement ou indirectement. Cet élément matériel revêt 5 caractéristiques ci-après. Caractère illégitime. L'acte incriminé ne doit pas être commandé ou permis ou autorisé par une loi ou un règlement.
corruption directe ou indirecte. Elle est indirecte lorsque le corrupteur traite directement avec le corrompu, et indirecte lorsque la liaison entre les deux fait intervenir un ou des tiers. L'accord ou l'entente préalable. En d'autres termes, on parle du pacte de corruption conduisant à retenir que cette infraction n'est caractérisée que si la convention ou l'entente passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour, l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer. La jurisprudence ajoute que la simple sollicitation des dons suffit pour consommer l'infraction. Dès lors, il importe peu que la perception de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême RP 135 du 17 mars 1973, publié au bulletin des arrêts de 1974 à la page 51. La preuve suffisante de cette entente préalable constitue dans la démonstration d'une adhésion préalable par le fonctionnaire à... La preuve suffisante de cette entente préalable consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable par le fonctionnaire à des propositions vénales. Quatrième élément, le caractère instantané de l'infraction, de cette infraction, qui se réalise dès la perpétration de l'acte incriminé. Et cinquième caractéristique, c'est la nature des offres, dons et promesses. Les termes de la loi sont généraux et n'évoquent aucune restriction dans la mesure où il s'agit de tout avantage que l'agent abusant d'une influence réelle ou supposée a pu se faire remettre à son profit. Pour circonscrire l'acte matériel de corruption, l'article 147 bis, inséré par l'article 2 de la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005 évoqué auparavant, énumère limitativement les actes de corruption en les répertoriant en 7 points à retrouver dans les termes de cette disposition. Le deuxième élément matériel, la qualité de l'infracteur est l'objet de la corruption. Cette prévention peut être commise non seulement par un fonctionnaire, mais aussi par des personnes chargées d'une mission de service public ou encore par toute personne selon l'entendement traduit à l'article 147.1 et 2 du Code pénal livre 2 tel que modifié, complété, modifié à ce jour. La notion du fonctionnaire est prise ici dans son acception la plus étendue ou large, telle que nous l'avons définie à la première prévention sur le détournement. L'objet de la corruption peut être l'accomplissement ou l'abstention de l'accomplissement d'un acte entrant dans le cadre de la fonction, de la mission ou du mandat du dépositaire public. Et il en est ainsi lorsque aussi le but poursuivi, bien n'entrant pas dans le cadre strict de la fonction ou mission, est atteint grâce aux facilités tirées de la fonction ou de la mission de l'infracteur. S'agissant de l'élément moral, c'est la conscience qu'a l'auteur de l'infraction, la connaissance que l'acte incriminé posé par lui le détourne de son devoir, de l'honneur, et constitue un vice ou un avilissement. Notons que l'infraction de corruption retenue à charge de prévenus Sami Jamal et Vital Kamerhe ont été commises avec des circonstances aggravantes. Il convient de relever que l'article 49 du Code pénal livre 2, tel que modifié à ce jour, a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de la corruption active ou passive lorsque les actes de corruption ont été commis en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par le législateur en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. Les faits de la présente cause donnent lieu à imputer la corruption active
à Sami Jamal et celle passive à Kamere Lokanyingini Vital commise avec des circonstances aggravantes. En l'espèce, à ce qui concerne le prévenu Sami Jamal, il a, avant l'attribution de 2 marchés de maisons préfabriquées, le prévenu, qui avait déjà des contacts officiels et privés attestés par des photos prises à son lieu de travail et à son domicile, a, en exécution d'une entente trouvée avec Kamere lors de ses multiples contacts facilités par ses proches, dont son cousin Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, le 23 janvier 2019, Sami Jamal a octroyé une cession foncière, une propriété foncière, indirectement, par l'intermédiaire de Mme Soraya, à M. Kamere Lokanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État et beau-père de cette dernière, c'est-à-dire de Soraya Mpiana, portant sur une partie de sa concession identifiée dans notre requête. Bien que nommé officiellement directeur de cabinet du chef de l'État en date du 24 janvier 2019, le prévenu Kamere exerçait déjà la dite fonction dès l'investiture du chef de l'État intervenue le 19 janvier 2019, et cela est connu de tous. La certitude que cette session était destinée à des récompenses n'avait aucun lien ni avec Soraya Mpiana, ni avec Shangalume, qu'il a représenté lors de la signature de l'acte de cession devant le conservateur des titres et biens d'Engaliema, M. Kilangalanga, qui a confirmé dans ses déclarations actées sur procès verbal que cette cession a été opérée en plusieurs séquences, commençant par l'acte originaire du 23 janvier 2019, qui a donné lieu à l'établissement du certificat d'enregistrement versé au dossier et établi au nom de Soraya Mpiana, pour finir par un correctif de cet acte établi dans son cabinet de travail en avril 2019, entre les mêmes parties, mais cette fois-là immortalisée par une photographie prise dans son bureau sur sa demande, après avoir constaté plusieurs modifications des termes de l'accord, intervenues entre elles sur le contenu ou l'objet de la cession. Le conservateur a même ajouté que lorsque, dans cette succession d'actes, le dernier compromis a été trouvé, il a reçu l'instruction d'aller remettre le contrat de bail ou titre établi à l'issue du morcellement fait en faveur de Soraya au ministre des Affaires foncières, qui est cadre de l'INC, partie chère au prévenu Kamere. Ce qui établit clairement les liens ou les rattachements entre les deux personnes impliquées dans les marchés publics des maisons préfabriquées et amène à noter que cette cession a été octroyée en vue de gagner ce marché. Le ministre des Affaires foncières, M. Sakoumbi Moulendo, a reconnu effectivement avoir réceptionné la partie des titres établis au nom du prévenu Sami Jamal. Et ce dernier a également, au cours de l'audience du 3, notons que ces dons ont été faits par le prévenu Jamal dans le but d'obtenir l'attribution du marché public de gré à gré pour la construction de maisons préfabriquées. C'est pourquoi le tribunal dira établi, en fait et en droit, les infractions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal. De corruption à charge du prévenu Kamere Lokanyingini Vital. Il apparaît plus qu'évident que la cession dont question au point développé avant avait été agréée ou acceptée par Kamere, surtout que lui-même a déclaré qu'il n'y avait aucune relation possible entre Jamal et ses proches, nommés Soraya Mpiana et Shangalume. Considérant que c'est ce dernier qui a assuré les contacts entre Kamere et Jamal, en le conduisant à son cabinet, et que Soraya Mpiana est sa belle-fille. Il est plausible de conclure que la cession a été opérée sur sa demande et que les intervenants ont agi sur ses ordres.
ce qui établit à suffisance qu'il avait accepté cet avantage. La confirmation de cette acception transparaît en plus du fait que les titres de Sami Jamal, établis consécutivement à la cession faite en faveur de Kamere par l'intermédiaire de sa belle-fille Soraya Mpiana, ont été remis au ministre des Affaires foncières, choisi par le précité prévenu pour faire partie du gouvernement, pour le compte de son parti politique, INC. Et d'ailleurs, la remise des titres par les conservateurs des titres immobiliers au ministre, a eu lieu en présence du chef de division du cadastre d'Ngaliema, M. Kanyemesha, qui semble, selon ces conservateurs, avoir été chargé d'assurer le suivi de toute l'opération. Comme pour le prévenu Sami Jamal, la corruption reprochée au prévenu Kamere est accompagnée de circonstances aggravantes en ce qu'elle était motivée par l'attribution des marchés publics de gré à gré pour la construction de maisons préfabriquées. Au regard de ce qui vient d'être réarticulé, il sera établi, en fait comme en droit, la corruption mise à charge du prévenu Kamere Lokanyeli Vital. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, nous venons dans les lignes qui précèdent de développer les charges et les retenues contre les prévenus préqualifiés. Et ne pouvons pas conclure notre réquisitoire sans peindre l'environnement social dans lequel s'inscrit ces procès. En effet, pendant que le peuple congolais croupit dans une misère indescriptible, accentuée actuellement par la pandémie de Covid-19, et que ses dirigeants se remis sur plusieurs fronts pour réunir ou mobiliser des ressources utiles pour la satisfaction de leurs besoins vitaux, il est offensant et cynique à l'égard du peuple congolais que des individus profitant de leurs fonctions et relations puissent mesquinement soustraire du trésor public les montants de 57 500 000 dollars américains, 2 137 500 dollars américains. Ces individus se présentent devant le tribunal et la nation congolaise sans extérioriser un quelconque remords des suites de la souffrance lui imposée par leur acte. Par contre, les membres de leur famille et eux-mêmes exhibent un enrichissement insolent, sans commune mesure, avec les revenus professionnels ou commerciaux illicites. Cet argent détourné aurait pu financer la construction de plusieurs kilomètres de routes, des hôpitaux modernes bien équipés, pouvant prendre en charge la maladie, ou même maintenir en vie les magistrats qui présidaient il y a peu l'instruction de cette cause, fauché après un malaise, on ne sait dû à quoi, qu'il a emporté en date du 27 mai 2020. Mais hélas, les pleurer après cette congolaise détermine notre exigence exprimée au nom du peuple congolais, adressée à votre tribunal, afin d'appliquer toute la rigueur de la loi aux délinquants, dont la dangerosité transparaît à travers la gravité des faits commis par eux et leur comportement affiché au cours de ces procès, tendant à se moquer du peuple congolais par des reniements et des négations des évidences les plus limpides. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous requérons qu'il plaise à votre tribunal de dire établi l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lokanyeli Vital, et de les condamner chacun à la peine de 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne les prévenus Kamere Lokanyeli Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du prévenu Kamere,
La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge de Sami Jamal. Des dires établis à charge de Sami Jamal et Kamere, la prévention de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains et de les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenu Kamere Lokanyingini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge de prévenu Kamere. La privation du droit de vote, du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre Sami Jamal. Des dires établis à charge du prévenu Kamere Lokanyingini et du prévenu Moui Mandole Jano, l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner à 2 ans de travaux forcés en prononçant en outre contre tous l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Des dires établis, les 2 préventions de blanchiment des capitaux libérés contre les prévenus Sami Jamal et les condamnés pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et à la peine de 10 ans de servitude pénale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Pour la seconde, constatez que ces deux, je disais, et à la peine de 10 ans pour la seconde, et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 ans de $ américains pour la seconde. Constatez que ces 2 infractions sont en concours idéal et prononcées à son égard la peine de la 2e prévention qui est la plus forte. Dire établi séparément à charge de Sami Jamal et Kamere Lokanyingini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constant. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chati, Sorayan Pian, Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couvertes notamment par les contrats de location et certificats d'enregistrement ci-après. 1. Contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988 commune de Ngaliema au nom de Shangalume Daniel. 2. Certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavou au nom d'Empiana Daïda. 3. Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5080 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. 4. Certificat d'enregistrement AML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mouyoutou Namwisi Dieudonné. 5. Certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere
6. Certificat d'enregistrement AN 45 folio 34 AD 137 110 commune d'Ensélé au nom de Kamere Lokinyingini Vital. 7. Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalumo Kingi Daniel. Et 8. Contrat de cession entre Jamal Sami et Sorahan Piana AD 4496 commune d'Ingaliem. De dire qu'à part les 2 préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal, qui ont été commises en illicité d'intention, que les autres sont en concours matériel et ordonné en conséquence le cumul de peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse pas dépasser 20 ans de servitude, 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Moïma Janou. Allouer des dommages et intérêts à l'État congolais tels que sollicités par lui. Mettre les frais d'instance à charge du prévenu. De cette manière, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, vous ferez justice, j'ai dit. Monsieur le procureur général, le tribunal vous remercie pour votre réquisitoire et passe la parole au conseil du prévenu plutôt Jamal, faisant remarquer que le procureur général a pris près de 2 heures, c'est-à-dire 1 heure, merci, 1 heure et 55 minutes, si je ne m'abuse.